Je viens de tourner 40 minutes. Pas de micro. Oh putain. Oh putain. Et je pense que mars 2024 a été mon meilleur mois de lecture à vie. Attendez-vous à d'excellentes lectures. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans mon point lecture du mois de mars 2024. Comme je vous l'ai dit en intro, je n'en reviens pas, j'ai eu un fantabuleux mois de lecture. Je n'ai lu pratiquement que des livres qui étaient très bons ou excellents. J'en reviens pas moi-même, tu sais, la moyenne c'est 4.16, ça m'arrive jamais. Est-ce que par hasard je serais devenue excellente pour choisir mes propres lectures? Est-ce qu'enfin je me connaîtrais à mon âge vénérable? Écoutez, j'ai espoir, j'ai espoir. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, on va commencer par un peu de statistiques parce que j'aime les statistiques. Statistiques que vous êtes complètement libre, pas livre, hey le beau lapsus, hey il était beau, libre de sauter si ça vous intéresse pas parce que en plus, lucky you, le premier trimestre de 2024 se terminait également hier et en plus de mes stats de mars, vous allez avoir un petit comparatif avec mon premier trimestre de lecture. Oui, je sais, vous en demandiez pas tant, je sais. Pour ceux qui veulent juste la base de la base, côté statistique, en mars 2024, j'ai lu 19 ouvrages pour un total de 5114 pages. Après les statistiques, on va passer aux romans que j'ai lus mais dont je ne vais pas vous parler tout de suite parce que j'ai prévu des vlogs qui devraient peut-être un jour éventuellement arriver plus tard. Ceux-là, je vais passer vite. Et finalement, on va y aller avec les romans et les bandes dessinées que j'ai lus en mars, dont je ne vous parlerai pas ailleurs et sur lesquels je vais élaborer un peu plus. Pas trop quand même parce que je voudrais pas vous lasser. Et pour une fois, j'aimerais tellement ça vous garder jusqu'à la fin parce que j'ai tellement de trucs géniaux là-dedans. Je vais vous en parler, je vais vous donner le goût de les acheter parce que oui, j'aime faire dépenser les gens, c'est mon petit plaisir coupable. Ou pas, ouais, ou pas. Comme je vous le disais, en mars 2024, j'ai lu 19 ouvrages, ce qui fait un total de 51 pour l'année 2024. Je vous le dis, là, ça restera pas, ça va descendre, c'est clair. 20 livres par mois, c'est mes statistiques d'avant. Quand je lisais beaucoup plus, quand je lisais 200, 250 livres, des fois 300 par année. Mais maintenant, c'est plus le cas. Et je pense que ça a un lien avec la fréquence de mes vidéos YouTube. Parce que oui, c'est long, oui, je sais, c'est de ma faute. Et oui, je sais, je me répète. Côté pages lues, en mars, j'en suis à un peu plus de 5000, ce qui est quand même pas mal moins qu'au mois de janvier, où j'avais lu à peu près le même nombre de livres, mais en janvier, j'avais lu beaucoup de grosses briques de Brandon Sanderson. C'est ce qui explique le nombre de pages plus élevé. Puis si je vous montre mon graphique du nombre de pages par livre, en fait, presque tous mes 500 pages et plus, ça date du mois de janvier, donc ceci explique cela. Côté note moyenne, comme je vous disais, ça a été un excellent mois de lecture, moyenne de 4.16 sur 19 livres quand même, là, c'est gros, c'est gros. Et là, je croise les doigts pour que ça continue comme ça en 2024. Parce que globalement, c'est une bonne année de lecture. Les mois de janvier, février, ça avait été des bons mois de lecture aussi, j'étais contente. Et ça se reflète quand même dans les pointes de tarte. Si on regarde pour les 3 premiers mois de l'année, on se rend compte qu'il y a près de 60% de mes romans qui sont des 4 étoiles et plus, avec une médiane à 4 étoiles. Et en mars, même si la médiane est encore à 4 étoiles, est quand même proche du 4.5 et il y a presque 85% de mes romans qui ont été des 4 étoiles et plus. C'est incroyable. Incredible. On peut également voir que depuis janvier, j'ai quand même lu beaucoup de nouveautés 2023 et 2024. 2024, en raison du gala du roman québécois dont je vous ai parlé tout plein de fois, il s'agit de lire le plus de romans québécois possible, adultes, pas une suite de séries qui était parue en 2024, qui a été parue. Et il y a beaucoup de 2023 parce que dans la série, je lis les favoris des Booktubers, c'était souvent des romans qui étaient sortis l'année d'avant. Tout s'explique, je vous dis, tout s'explique. Cette série de vidéos-là a également fait que j'ai téléchargé beaucoup de e-books, donc je les lisais rapidement, ce qui fait qu'il y a énormément de livres que j'ai fait aussitôt reçus, aussitôt achetés, aussitôt lus. Donc ouais, les vieux livres de ma pile, là, ils ont payé cher. Vous savez, il faut faire des sacrifices pour les concepts vidéo. Ça demande de planifier et de réfléchir, des fois. Si on passe à mes graphiques pointe de tarte qu'on va comparer entre mon premier trimestre et le mois de mars, on commence avec le groupe d'âge. On voit que je lis vraiment plus de littérature adulte de façon générale, un tout petit peu de young adult et de jeunesse et quelques bandes dessinées. Et vous allez voir qu'en mars, c'est presque juste de l'adulte. En fait, 90% de romans ou d'ouvrages adultes et un 10% de bandes dessinées, toujours pour les adultes. Est-ce que je serais une adulte? Peut-être.
Je sais pas, ce serait le temps, hein? Et là, ne pensez pas que je dis qu'être adulte et lire du young adult, c'est pas bien, ok? J'ai rien dit de tout ça, juste que moi, je pense que mes préférences, c'est ça. C'est tout, c'est tout. On va passer au genre littéraire. Comme d'habitude, on ne sera pas surpris de voir qu'est-ce qui prédomine autant pour mes premiers mois de 2024 que pour le mois de mars. C'est ce qu'on appelle la littérature générale. En anglais, ils appellent ça literary fiction et j'aimerais ça que ça soit traduit. Fiction littéraire? Depuis le début de 2024, 43% de mes lectures ont été de ce genre-là et en mars, 63%. Ah, il fait soleil dehors, ils ont sorti les motos. Ouais, ils sont contents, c'est ça le bruit. Vous pouvez aussi voir une section pour bande dessinée, fantasy fantastique, quelques polars, un peu de science-fiction également. Et en mars, on remarque de la science-fiction, de l'excellente science-fiction. Hey, c'était bon, là! C'était bon, c'était des romans d'anticipation ou post-apo? Ah, c'était bon! Un roman gothique et 2 romances feel-good. Et je pense que c'est mes 3.5 étoiles. Est-ce que ça parle sur le type de lectrice que je suis? Ouh! Mais j'essaye encore! J'essaye. Si on regarde la distribution de mes lectures à travers le monde, on remarque quand même qu'il y a beaucoup de lectures d'Amérique du Nord, beaucoup de lectures québécoises. Ça, je suis quand même contente d'y être revenue parce que j'avais un peu abandonné à un moment donné, j'en lisais, mais beaucoup moins. Je pense que je m'étais lassée, mais là, j'ai le goût. J'ai le goût, on fait des trucs extraordinaires ici au Québec et j'ai le goût de découvrir. Beaucoup de littérature américaine également, ainsi que des trucs qui ont été écrits en Europe, mais en français. J'avoue que pour le reste, peut mieux faire. Peut mieux faire. En mars, je suis restée sur le continent américain, mais j'ai étendu un petit peu parce que j'ai lu plusieurs romans, en fait 3, qui se passaient en Amérique centrale ou en Amérique du Sud. Et je suis quand même contente parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas lu et j'aime souvent ça. Il y a du réalisme magique énormément dans ces textes-là. C'est un style littéraire que j'aime, qui me rejoint beaucoup, donc faut que j'en lise davantage. Et si on regarde les langues, cette année, c'est l'année de la paresse. Je ne lis presque uniquement qu'en français. En fait, 75% du temps, ce sont des romans français, un peu d'anglais et un roman espagnol que j'ai lu en mars. J'en suis très très fière. Je me suis pas mis ça facile. Ouais, un roman où il y a du réalisme magique dans l'argot des banlieues de Buenos Aires en Argentine. On va dire, je me suis donné un beau défi. J'en ai commencé un autre. C'est une romance beaucoup plus facile pour moi. Il faut s'aider un petit peu dans la vie. On va passer à ma statistique de représentation que j'aime pas tant parce que la façon que j'ai monté mon tableau Excel, je peux juste en cocher un par roman et souvent, mais quand il y en a un, il y en a plusieurs. Je suis encore en mode réflexion pour l'année prochaine. Si je regarde le tableau depuis le début de 2024, on voit que 45% de mes lectures étaient surtout avec des personnages qui me ressemblent. Par contre, en mars, on voit que ce pourcentage-là, c'est seulement 10,5%. Finalement, je vais terminer avec ma petite carte du monde de mes lectures de 2024. Jusqu'à date, vous pouvez voir qu'il y a certains continents qui sont totalement zone inexplorée cette année. Je travaille là-dessus. Et je pense que ça va être suffisant pour les statistiques. J'ai à peu près 60 autres stats dont je pourrais vous parler, mais savez-vous quoi? Je pense qu'il y a juste moi qui s'intéresse. Donc, on va passer au roman que j'ai lu, mais dont je ne vais pas vous parler. Pour la deuxième partie de ma vidéo, je lis les favoris des booktubers francophones hors Québec. J'ai lu L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. En fait, j'étais tellement déçue de ne pas avoir tant trippé sur la suggestion de Cornelius que j'en ai lu un autre. Mon challenge, mes règles, variables les règles parce que je suis excellente pour tricher avec moi-même. C'est ma spécialité. Donc, dans ce roman-là, on est dans la même petite ville de Breathed où se passait Betty que j'avais adoré, sauf qu'on est dans les années 80 et il y a un jeune garçon noir qui va arriver dans la ville, qui va se dire le diable et la foule va se déchaîner. Ça parle d'homophobie, ça parle de racisme. J'ai aimé ça, j'ai trouvé ça super triste, mais je suis en train de m'auto-spoiler. Par contre, si vous pouvez pas attendre, souvent ces romans-là, j'en ai parlé sur le blog. Donc vraiment, si vous êtes trop impatient, vous pouvez aller voir moncoinlecture.com. Toujours pour la même vidéo, j'ai lu The Hearing Trumpet de Leonora Carrington, qui a été traduit par Le Cornet acoustique. Leonora Carrington, c'était une peintre surréaliste et elle a écrit un roman surréaliste. C'est l'histoire d'une dame âgée qui est complètement sourde, de là le Hearing Trumpet, qui va se retrouver dans une maison pour personnes âgées, ma foi, assez particulière. Genre, il y a des madames qui vivent dans des bottines. Ouais. Surréaliste, je vous disais. J'ai aussi lu Le 4e mur de Sorge Chalandon. Il me semble qu'à tous mes points lecture, je vous parle d'un roman de cet auteur-là. C'est un auteur que j'adore. Ici, ça se passe au Liban, les années 80, 82 pour être plus précis, et on a un homme qui décide d'aller monter l'Antigone d'Anouilh avec tout ce que ça implique d'ambiguïté,
à Beyrouth, avec des acteurs qui viennent tous de camps différents pour voler 2 heures à la guerre. Vous pouvez vous imaginer que ça sera pas si évident que ça, mais c'est bouleversant et Karine, arrête Karine, tais-toi, tu vas en parler plus tard. Tais-toi, tais-toi. Pour la vidéo favori des booktubers anglophones, j'ai lu Nestlings de Nat Cassidy. C'est de l'horreur gothique. Ça se passe dans un immeuble très mystérieux et mythique de New York, un couple qui va y emménager. Mais des fois, c'est un peu trop beau pour être vrai et il y a des drôles de bestioles dans cet immeuble-là. Je vous en reparle plus tard. Même vidéo, j'ai lu Moi qui n'ai pas connu les hommes de Jacqueline Harman, qui est une autrice belge. C'était l'un des favoris de Emily Fox, qui est une booktubeuse québécoise, mais qui a une chaîne en anglais. C'est de la science-fiction, c'est du post-apo. Comment parler de ce roman? En fait, faudrait pas que j'en parle, mais oh mon Dieu, c'est 40 femmes qui étaient dans une cave avec quelques hommes qui les gardaient. Elles ne savent absolument pas ce qui s'est passé, elles ont oublié des choses, et il y en a une, la plus jeune, qui elle ne se souvient pas du tout de la vie d'avant. Et elles vont peut-être sortir de là où elles sont, et je vous laisse découvrir, mais quel roman, Finalement, le dernier livre dont je ne vous parlerai pas, c'est 7 Days in June, c'est de Tia Williams, c'est une romance. Ça se passe dans le monde de l'édition, ce sont 2 auteurs noirs qui se sont connus il y a longtemps pendant 7 jours assez intenses. Et ils vont se revoir. Vous verrez. Alors, il m'en reste quand même une belle petite pile à vous parler. Je vais essayer d'aller assez rapidement parce que j'aimerais tellement ça que vous restiez là jusqu'à la fin. J'ai tellement des trucs géniaux dont je veux vous parler. Restez, s'il vous plaît, restez. À partir de maintenant, on va y aller en ordre chronologique. J'ai donc commencé mon mois de mars avec La colère et l'envie de Alice Renard. Ce roman-là, je vous avoue qu'au début, je voulais pas le lire, parce que quand les thèmes touchent de trop près mon domaine professionnel, c'est-à-dire que je suis orthophoniste en réadaptation, on dirait que tout se passe dans ma tête et je suis pas capable d'apprécier le côté romanesque. Mais ici, on m'avait prévenu, on m'avait dit, c'est hyper bien écrit, tu vas voir le point de vue des parents, c'est super bien fait, mais ça se rapproche du réalisme magique. Donc, attends-toi à ça. À partir de là, j'ai décidé de me concentrer sur les éléments lumineux du récit, sur la plume de l'autrice qui est très belle. Et quand elle a écrit ce roman-là, elle n'avait que 21 ans. Comment elle a fait pour se mettre dans la peau de parents de cette façon-là? Sincèrement, là, c'est assez extraordinaire. Ça raconte donc l'histoire d'Isor et de sa famille. Isor, c'est une enfant qui est particulière, qui peut être solaire par moments, mais qui a aussi des comportements qui sont très difficiles à comprendre. Elle va faire des crises, on comprend pas pourquoi, elle a des particularités, des intérêts qui sont très restreints. Pour tout le domaine médical, c'est une énigme, Isor. Et les parents ont tourné le dos à ce système-là et ont dit, bon, OK, ça fonctionne pas. Ils sont pas capables de nous expliquer ce qu'a notre enfant. Ce qu'ils leur ont dit, entre autres, c'est, elle pourrait, mais elle veut pas. Leur façon de réagir, ça a été de se faire une petite bulle à 3, un univers qui était centré autour de la jeune fille, de ses besoins. Tout est adapté, tout fonctionne pour que Isor soit bien. Dans la première partie, et cette partie-là, je l'ai adorée, on a la vision des 2 parents par rapport à cet enfant-là. 2 visions qui sont différentes. On a une maman qui est très concentrée sur sa fille. On a un papa qui trouve ça beaucoup plus difficile, qui a des sentiments qui sont ambivalents. Il est fâché des fois. Il y a de la difficulté à admettre tout ça. Et ça, j'ai trouvé que ça sonnait tellement vrai. Ça parle d'amour, ça parle de l'amour qui est parfois maladroit, parfois étouffant, un amour qui est parfois empreint d'ambiguïté, de colère aussi, mais un amour qui est là, qui existe, et ces parents-là qui vivent dans leur petit monde clos vont voir un peu leur quotidien changer quand ils vont faire garder Isor par leur voisin Lucien, qui est un septuagénaire qui a perdu goût à la vie un peu, et qui va se rouvrir au monde au contact de cette jeune fille-là. Bon, il y a plusieurs personnes qui ont été dérangées par la façon dont Lucien parle d'Isor. Moi, j'ai vu les sentiments d'un grand-papa pour une petite fille qui prend beaucoup de place et qui l'aime énormément, mais il y a des gens qui l'ont interprété autrement et je peux comprendre. Moi, ça m'a pas dérangée. Même si j'avoue que le discours qu'il a peut surprendre, et moi, ce personnage-là, il m'a touché plus vers la fin. Ça a été long. J'ai eu besoin de temps pour l'aimer. Moi, je vais pas me concentrer sur la fin du roman, je vais pas vous en parler non plus, mais quand même, c'est une plume qui est à découvrir, et ne serait-ce que pour le discours des parents. Sincèrement, tentez le coup, c'est... Ouais. Ensuite, un roman que j'ai tellement aimé que j'ai voulu le faire lire à tout le monde, donc
je l'ai pas, je l'ai prêté, mais il s'agit de Toute la couleur du monde de C.S. Richardson, c'est chez Alto. Je pense que vous savez à quel point j'aime les choix éditoriaux de cette maison d'édition, vous allez voir, il y en a quelques-uns ici. Et ici, c'est un très court ouvrage, c'est un ouvrage qui est traduit, c'est un auteur canadien. Et ceux qui ont aimé la trilogie 1984 de Éric Plamondon, là, mayonnaise, etc., là, le format peut rappeler ça un peu, mais avec un thème très différent. Ah, mais c'est bon, sérieux! C'est à cause de ce roman-là que j'ai eu envie de vous tourner ma vidéo Les arts, plus particulièrement la peinture dans la littérature. Je vous la mets ici. Hey, mais j'y pense! Hey, je vous en ai parlé de ce roman-là. Je vais pas me répéter, mais quand même, je vous dis rapidement, comme pour mon autre catégorie, c'est un texte par fragments, ce sont des vignettes de vie. On a une partie au-dessus qui nous raconte l'histoire d'un homme qui a aimé, un homme qui a perdu, qui se sent coupable. Et en parallèle avec ça, ça va parler d'œuvres d'art parce que lui, il est amateur d'art. Il y a tout plein de liens à faire. Des fois, les liens sont ténus, mais j'ai passé mon temps à chercher sur Internet pour mieux comprendre. Si vous aimez ce type de roman-là, allez-y, c'est excellent. Là, je peux vous le dire parce que je spoil rien parce que ma vidéo, elle est publiée. Yeah! Maintenant, mon premier 5 étoiles de 2024, il y en a eu 2 en mars, puis ils sont rares chez moi, les 5 étoiles. C'est Autoportrait d'une autre de Élise Turcotte. C'est une autrice que j'aime beaucoup. J'aime sa plume, j'aime l'intelligence de ses écrits et j'aime surtout là où elle m'emmène en tant que lectrice. Quand j'ai fermé ce roman-là, j'avais une envie folle d'apprendre, de découvrir. Parce qu'à travers le portrait qu'elle tente de faire de cette tante, sa tante Denise qu'elle a très peu connue, elle va nous entraîner dans un monde, mais dans les surréalistes au Mexique. Parce que cette tante-là, elle a eu une vie extraordinaire. Elle a rencontré tout plein de gens, sauf qu'elle souffrait de maladie mentale et elle, contrairement à d'autres, c'était pas une artiste, elle n'a rien laissé, elle n'a pas créé, donc elle n'existe plus, elle est introuvable sur Internet, elle est introuvable partout et elle va se lancer à sa recherche dans cette œuvre-là. Elle va découvrir des parties de sa tante, des parties d'elle-même aussi, parce que ce roman-là, c'est le roman de la recherche, en fait. Quand elle était plus jeune, Élise Turcotte s'était beaucoup identifiée à cette tante-là, dont elle a assez peu de souvenirs, en fait. Une image d'elle qui fumait dans la cuisine. Elle sait qu'elle est morte jeune. C'est une femme qui voulait être actrice, mais qui est pas tant parvenue. Et je trouve le titre terriblement parlant, Autoportrait d'une autre, parce que des fois, quand on cherche, c'est nous autres qu'on trouve. Et je pense que Élise Turcotte est vraiment passée par ce chemin-là, dans cette recherche-là, parce que sa tante Denise, elle a correspondu avec Gaston Miron, elle a connu Alan Glass, Remedios Varo, Leonora Carrington. Elle a été mariée à Alejandro Jodorowsky, je sais pas comment le prononcer, et mon Dieu, et que je suis en train de tuer son nom. À travers tout ça, ça parle également de santé mentale parce qu'à l'époque, elle était tue, elle était cachée, c'était tabou, c'était mal vu. Sauf quand on était un artiste. Quand on était un grand artiste, ça c'était correct parce que c'était la création, on pouvait passer nos fantasmes dans nos œuvres d'art. Sauf qu'elle, elle n'a pas été une artiste. Donc on l'a effacée de l'histoire. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant comme point de vue et ça m'a fait vraiment réfléchir. Est-ce que c'est un roman qui va plaire à tout le monde? Peut-être pas, parce que les références sont accessibles à tout le monde, mais qui sont quand même assez nichées. Mais moi, là, j'ai tellement aimé ça. Ah, c'était génial. Vraiment. Lisez-le. Si vous aimez l'art, si vous aimez toutes ces réflexions-là, go for it. C'est super bon. On continue avec Congé, qui est un court roman de Cassie Bérard que j'ai aussi beaucoup aimé. C'est l'histoire d'une policière qui est en congé et son ancien amant est parti un peu sans laisser de traces aux États-Unis et imaginez-vous qu'il habite la ville de Stephen King et lui, il se prend pour un Stephen King wannabe et il a laissé sur la commode un manuscrit que personne d'autre l'a lu et qui s'intéresse à une disparition qui a eu lieu dans les alentours du petit village des Cantons de l'Est où elle habite. Le petit village en question s'appelle Mystique. À cet endroit-là, on croit aux fantômes et on préfère croire aux fantômes en fait. Mais est-ce qu'on a raison? Bref, nous allons le voir, c'est très court. Cette femme-là va partir en voiture pour essayer d'aller revoir son amant pour lui remettre son manuscrit. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'elle voulait faire? Et à un moment donné, on se pose la question, mais qui raconte cette histoire-là au fait? Moi, j'ai beaucoup aimé parce que j'aime les narrations étranges. Ici, c'est tout à fait ce qu'on a. Parce qu'il est déroutant. Il est très déroutant, ce roman-là. Il est à la croisée des genres. C'est extrêmement difficile de vous en parler sans trop vous en révéler. Est-ce que c'est du réalisme, du surréalisme? Est-ce qu'on est dans la fantaisie? Est-ce qu'on est dans le roman psychologique, le thriller? Dans quoi on est exactement? Disons que l'autrice joue avec son lecteur et moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément.
Bien entendu, derrière tout ça, on a les thèmes de la recherche de soi, du deuil, de la culpabilité. Il y a plein de choses qui se passent en arrière-plan. Elle sent une ombre planer au-dessus d'elle, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était quoi les motivations de Clémence? Bref, Clémence, c'est le personnage principal. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Le seul petit truc qui a fait que c'était pas un top, c'est que je me suis sentie un peu abandonnée au milieu d'une phrase à la fin. J'aurais mis peut-être un ou deux petits chapitres de plus. Mais quand on le refait, elle m'a dit « Ah, OK, d'accord. » Pour moi, c'était une bonne lecture, c'est un 4 étoiles, c'est une plume que j'aime, une autrice dont j'ai un autre livre ici d'ailleurs que j'ai maintenant le goût de lire. Maintenant, comédie romantique avec Retro Love de Julie Rivard. Gros aveu, là, au départ, quand on me l'a offert ce roman-là en service de presse, j'ai dit non, c'est pas tant pour moi. Mais j'ai tellement vu d'avis positifs et dithyrambiques sur ce roman-là que je me suis dit, bon ben, ok, c'est bon, on essaye. En plus, avec le titre et la couverture, on se rend compte assez rapidement qu'il y a un truc de voyage dans le temps. Et ça, moi, c'est un thème que j'aime bien. Si vous aimez ça, je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur ce thème-là, que j'ai publié il y a 1 an exactement aujourd'hui et qui n'inclut donc pas ce roman. C'est l'histoire d'Ellie. Ellie habite à Chicago, elle a une grosse job et elle se voit prise pour retourner dans son Limoilou natal pour le mariage de sa sœur, me semble. Par contre, entre Québec et Montréal, le train va être frappé par un éclair, il y a un accident et quand elle va se réveiller, elle va être à l'hôpital, mais elle va se rendre compte que les machines sont bizarres et que les gens semblent être habillés comme dans Grease. En plus, malheur des malheurs, elle n'a pas de réseau. Je sais pas comment je ferais, pas de réseau, sincèrement, je sais pas. Je vous avoue que j'ai eu peur. En fait, j'ai commencé le livre, puis après 50 pages, j'ai failli abandonner. Parce que je sortais d'un truc qui était vraiment très littéraire et en comparaison, j'avais vraiment de la difficulté. Je trouvais que c'était une écriture qui était simplissime et surtout, il y avait quand même beaucoup de points d'exclamation. C'est mon pet peeve à moi. Quand il y a des millions de points d'exclamation dans une page, là, je commence à les compter. Et c'est ça qui est arrivé ici. La plume, là, ça n'accrochait pas du tout. Je l'ai fermée, j'ai dit c'est beau, ça va être fini. Par contre, le lendemain, j'ai dû attendre dans une salle d'attente. J'avais juste ça. Je l'ai pris, je l'ai terminé. Ça se lit super vite et je voulais connaître la fin. Sauf qu'il a fallu que je me détache de la plume. Est-ce que ça l'a plu? Oui, ça l'a plu. Il y a beaucoup de gens qui ont adoré cette plume-là. Moi, c'est moins mon genre. Autre chose qui m'a moins plu là-dedans, c'est que toutes les références sont expliquées et surexpliquées. Et ça, mais en fait, moi, ça m'enlève du plaisir. Parce que j'aime ça quand il y a une référence et que je me sens une petite connivence avec l'auteur ou l'autrice parce que je la comprends. Et là, j'ai pas pu avoir ça parce que tout était très expliqué avec des notes de bas de page ou même dans le texte. Par contre, à la fin des 2 heures de lecture, le lendemain, je l'ai refermé puis je me suis dit « Hey, mais en fait, j'ai passé un bon moment avec ce roman-là. » J'étais la première surprise. Tu sais, ça méritait plusieurs points d'exclamation. D'abord, c'était quand même très chouette de voir Limoilou à cette époque-là. Et la pauvre Ellie, elle est dans le trouble, mais vraiment dans le trouble. Tu sais, son téléphone marche plus, elle a pas de sous, elle a pas les codes, elle a pas d'amis non plus, donc elle veut survivre et ne pas dormir dans la rue, idéalement. Elle va rencontrer des personnages qui sont chouettes. Moi, j'ai aimé les relations amicale, surtout ça c'est la partie que j'ai bien aimée. Les incompréhensions et le manque de référence entre les personnages, ça donne des interactions, ma foi, assez comiques. Il y a un genre de triangle amoureux, ça passe bien et pour moi ça a été un bon divertissement, c'est ce que je lui demandais, il a fait sa job. J'aurais peut-être aimé avoir un peu plus de développement à la fin, je peux pas trop parler pour ne rien divulgacher et c'est vraiment pas un roman de science-fiction. Il faut pas essayer de chercher la logique et l'aspect scientifique de tout ça là, vous le trouverez pas. Donc, c'est pas ça qu'il faut chercher dans ça. Puis je pense que quand on le sait, quand on part avec les bonnes attentes, on va passer un bon moment. Un autre court roman que j'ai beaucoup aimé, mais dont je vais tellement avoir de la difficulté à vous parler, il s'agit de Amuleto de Roberto Bolaño. C'est celui qui a écrit 2666, qui est un des romans qui m'a le plus marqué à vie. Et je l'ai lu parce que le personnage de Auxilio Lacuture est quand même souvent mentionné dans Autoportrait d'une autre, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, moi, je la connaissais pas, je voulais voir qui elle était, et j'ai découvert à la fin du livre qu'en fait, j'aurais dû en lire un autre avant, un autre roman de l'auteur où elle apparaissait avant d'apparaître dans celui-là. On a encore une fois ici une narration qui est très spéciale, c'est-à-dire que le personnage d'Auxilio, je ne sais pas comment on prononce le X, c'est la femme qui s'est cachée dans les toilettes du 4e étage de l'université quand il y a eu une révolte, une arrestation de masse et tout ça, ça a mené à une tuerie un petit peu plus tard. Le personnage principal, elle se définit
par cet événement et tout au long du roman, on part de là, on va faire une petite boucle, on y revient. Oups, on va faire une autre boucle, on va se balader dans l'espace, dans le temps, parce que Auxilio, elle se définit comme la mère des jeunes poètes mexicains. Elle n'est pas mexicaine, mais elle est venue habiter là. Elle est un peu errante, elle est presque SDF. Mais dans les différentes boucles de la spirale, on va se trouver avec plusieurs jeunes voix mexicaines de l'époque, dont l'alter ego de Roberto Bolaño qui s'appelle Arturo Belano, je crois. On est dans les cafés avec eux, on les regarde discuter des travers de la génération de poètes précédentes. En fait, il se passe pas tant de choses que ça. Mais c'est un roman qui nous questionne constamment. Et moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un livre qui est rempli de poètes, de symboles. On est dans une époque très violente. Ça discute du pouvoir de la poésie dans cette époque troublée. Ça parle de résilience, ça parle de perte des illusions. Tout ça, ça nous donne une ambiance un peu surréaliste. La voix d'Auxilio, c'est presque la voix d'un fantôme. C'est très, très, très particulier. Mais si vous avez envie de vous lancer là-dedans, c'est court. Vous allez pouvoir l'apprécier quand même, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Faut aimer le bizarre. Puis je pense que j'aime le bizarre. Ensuite, Les Dragons de Jérôme Collin, ça m'avait été suggéré par Malo du compte Instagram Malo Books. Malo, c'est une femme avec qui j'ai beaucoup de goûts communs. Donc, quand elle m'a proposé ça, je l'avais déjà entendu en parler chez Séverine. J'ai dit, go, on y va. Maintenant, je l'ai vu partout, mais je l'avais pas tant vu avant. Donc, on a l'histoire de Jérôme. Jérôme a 15 ans. Jérôme est en colère. Il en veut à ses parents. C'est fou. Il les trouve ringards. Il leur trouve tous les défauts. Il va dépasser les bornes et il va être envoyé dans un centre fermé pour ados. Lui, tout ce qu'il veut, c'est sortir de là. Il dit, m'a trouvé le moyen. Sauf qu'il va rencontrer Colette. Colette qui a presque 18 ans, qui devrait sortir dans quelques jours, qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire après. Et Colette, elle veut mourir. Jérôme, il voudrait l'amener au bout du monde et vivre avec elle. C'est un roman que j'ai trouvé bouleversant. J'ai trouvé que ça parlait de la détresse adolescente d'une façon qui était extraordinaire. Les dragons, ce sont ces jeunes pour qui la société ne sait plus quoi faire. Ils sont fâchés, il y en a qui ont vécu plein d'horreurs. Leurs histoires, c'est digne d'Aurore, l'enfant martyr, et Jérôme lui arrive, mais dis-moi rien de tout ça. Pourquoi moi je suis comme ça? J'ai trouvé que tous les parcours étaient intéressants, même si on voit plus celui de Jérôme et de Colette. Là-dedans, il y en a que c'est des bombes à retardement. Ils regardent aux alentours, ils voient un monde qui ne semble pas fait pour eux, un monde qui n'a rien à leur offrir à part le métro, boulot, dodo. Et à cet âge-là, ça va pas. Et en fait, pour qui ça va? Le monde des adultes, il leur paraît complètement stupide, donc les adultes également. Bref, ils sont perdus. Je trouve que en tant qu'adulte, on va oublier des fois ce que c'est d'être ado. La colère qu'on peut ressentir, l'incompréhension, le passage obligé vers l'âge adulte qu'on veut pas. Et je trouve que ce roman-là, il nous le rappelle avec une force, mais c'est vraiment une force. Là-dedans, il n'y aura pas de magie, il y a beaucoup de compassion. Des fois, la compassion, elle va passer inaperçue. Il y a des jeunes là-dedans qui sont oubliés, même s'il y aurait besoin de soutien, mais le soutien, ils l'acceptent pas. Donc, c'est compliqué, c'est compliqué. Je pense que là-dedans, il y a tous les trigger warnings possibles. Ça va parler de deuil, ça va parler de tout, de tout. Bref, le désespoir adolescent parfaitement raconté. Ça fait peur, par contre. Ça fait peur. Si vous êtes parent d'adolescents, là, on va y arriver, vous pensez? Ça va être long. Oh mon Dieu que ça va être long. Donc, Les Aiguilles d'or de Michael McDowell. J'avais beaucoup aimé Blackwater, ce qui, je sais, n'est pas le cas pour tout le monde, mais de toute façon, je trouvais ce roman-là tellement beau que, il fallait. Ouais. Je le dis souvent, je suis d'une futilité effarante. Mais en fait, ce qui m'a décidé le plus, c'est qu'on m'a dit, c'est Dickens, mais en 1880 et à New York. Moi, tu me dis Dickens, ça y est, c'est vendu. Et vous savez quoi? Cette personne-là, là, elle avait raison. On suit donc deux clans. On a le clan des Stallworth qui est mené d'une main de fer par le juge Stallworth. J'ai jamais détesté un personnage. Ah, que je l'haïssais. Hey, ça faisait longtemps que j'avais pas détesté un personnage à ce point-là. Ah, mon Dieu. Ah, mon Dieu. Ah. Tu sais, il est tellement haïssable, lui, puis ses sbires, là, on prend vraiment pour les méchants. C'est des vrais méchants, là. C'est pas des faux méchants qui sont juste malmenés par la vie. Ils l'ont été, mais c'est pas juste ça, là, ils font des trucs épouvantables puis on prend pour eux autres pareil parce que, ah boy, lui, pour sa gloire personnelle et pour monter dans l'espèce d'aristocratie new-yorkaise, il décide de libérer New York de la fange et plus particulièrement de nettoyer un quartier qui s'appelle le Triangle Noir de toute la corruption. Dans ce quartier-là habitent d'autres personnages que nous allons apprendre à connaître, dont une dynastie de femmes criminelles et il y a tout là-dedans. Là. Il y a une receleuse, il y a une avorteuse, une faussaire, des voleurs des rues,
pense qu'il y a des meurtriers aussi, tu sais, je vous dis, c'est des vrais, des vrais criminels. Et là où je trouve que ça ressemble à Dickens, c'est que tout au long du roman, on voit tous ces personnages-là qui grouillent et qui s'agitent et qui s'entrecroisent et qui mènent leur petite vie dans différents quartiers de New York. J'avoue que la mise en place prend un peu de temps, mais moi je m'attendais à de Dickens, donc je m'attendais à ça, donc ça m'a pas du tout dérangé. J'ai beaucoup aimé l'histoire, les personnages m'ont fait vivre des émotions, j'étais enragée. Et il y a une partie de la fin que j'ai particulièrement aimée. C'est un roman qui a été écrit dans les années 1980 et ça parle aussi des effets de la pauvreté sur les gens. Parce qu'il y a certains personnages qui disent « Mais oui, mais cette corruption-là, c'est né de la pauvreté, c'est né du fait que les gens ils ont rien puis ils n'ont pas d'espoir non plus. » Cette discussion-là, à cette époque-là, je trouve ça quand même très intéressant de la voir dans ce roman-là. Parce que sincèrement, ça aurait pu être écrit de nos jours. Non, pas tant, non. J'ai pas trouvé ça daté. Je pense qu'il y a un autre roman de l'auteur qui va sortir dans les prochains mois ou peut-être l'année prochaine, encore une fois dans ce type d'édition, et I'm in. Tu sais, c'est comme « Here's my money ». Maintenant, un peu de réalisme magique avec ce roman-ci que moi j'ai lu en espagnol. Ça s'appelait Come Tierra. Ici, j'ai la version anglaise Earth Eater pour me sauver la vie parce que j'y serais jamais arrivée autrement. Mais en français, il est sorti aux éditions de l'Observatoire sous le titre Mange Terre. Et je vais mettre la couverture quelque part. Ici, on est clairement dans du réalisme magique. Si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin, vous n'aimerez pas ce roman-là. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je vous l'ai dit que c'était un bon mois de lecture. On se transporte donc dans les faubourgs de Buenos Aires. On est avec une narratrice qui ne sera pas nommée. On va l'appeler Mange-Terre tout au long du roman parce que au décès de sa mère, de mort non naturelle, elle va être prise d'une compulsion de manger la terre et elle va voir ce qui est arrivé. Tu sais, elle a des espèces de visions où elle voit les derniers moments de certaines personnes. Bien entendu, cette charmante habitude ne plaira pas à tout le monde. Elle va être considérée comme un peu sorcière, très étrange. Et on va la voir grandir. Il faut pas s'attendre à une histoire suivie. On va nous raconter quelques années dans la vie de ce personnage-là, qui nous raconte d'un côté son existence dans les quartiers pauvres, dans ces quartiers où les femmes meurent, où les femmes disparaissent, souvent dans l'indifférence générale. Et on a un personnage principal qui est très terre-à-terre, tout en étant sorcière, parce qu'elle va faire ces recherches-là entre deux parties de PlayStation ou en buvant des bières avec son frère. Elle habite avec son frère. C'est un récit qui est souvent violent, qui est cruel, qui est féministe aussi parce qu'on a une protagoniste qui ne se plaint jamais. Elle va droit devant, mais quand même, elle ressent de la compassion pour ces familles-là, pour ces femmes, pour les gens qui ont besoin de savoir. Sauf qu'à un moment donné, ses dons vont s'ébruiter et elle va être amenée à aider la police. Il y a un policier taciturne qui est dans cette histoire-là et elle va se retrouver un peu submergée de terre, de gens qui voudraient savoir qu'est-ce qui est arrivé aux personnes qu'ils aiment. On est donc à cheval entre le très réaliste et le domaine du rêve. Et on voit ça aussi dans l'écriture. On a des passages qui sont beaux, poétiques, lyriques, et tout d'un coup, bang, une phrase, mais d'une vulgarité. Aïe, aïe, aïe. Parce que tout ça, c'est raconté au jeu par notre personnage principal. Elle est allée à l'école pas si longtemps. Donc, il y a des images qui sont hyper fortes, et juste à côté de ça, c'est comme OK. Comme je l'ai lu en espagnol et un petit peu en anglais, le côté vulgaire qui aurait pu me déranger en français parce que j'aime plus ou moins, ben là, ça a super bien passé. Mais bon, je suis curieuse de voir comment ça a été traduit en français. Je vais peut-être essayer de le trouver à la bibliothèque là, pour aller voir parce que ça devait être quelque chose de traduire tout ça, vu qu'on est vraiment dans un argot qui est spécifique à un lieu. Et le langage a son importance dans le texte, autant le côté genré du langage que les différences de langage entre les personnages. Bref, nous sommes dans un univers où il ne fait pas nécessairement bon vivre. Ça parle de jeunesse oubliée, de jeunesse qu'on n'écoute pas. Et si vous aimez le réalisme magique, là, je pense que ça peut vous plaire. Parce que les thèmes en arrière sont importants. Avant-dernier roman, avant les graphiques, nous avons Voix, tonnerre, éclair. C'est de Myriam J.A. Chancy. Je vous montre la version en français ici aux éditions Martial, mais moi je l'ai lu en anglais. Dans ce roman-là, on va nous raconter à travers les voix de différents personnages le tremblement de terre de janvier 2010 en Haïti. Pour aimer ce roman-là, il faut aimer les romans où un seul événement va nous être raconté de plusieurs points de vue différents et on va voir plusieurs évolutions différentes de personnages également. J'ai choisi de le lire maintenant parce qu'il était sélectionné pour le prix des libraires du Québec version roman étranger, version catégorie roman étranger. Et en plus, avec tout ce qui se passe en Haïti présentement, j'avais envie de lire sur ce pays-là pour mieux comprendre ce qui a pu mener aux événements actuels.
Est-ce que c'est en raison du tremblement de terre? Bon, probablement que c'est pas directement relié, mais quand même, quand un peuple vit des trucs aussi horribles, comment on fait pour se remettre de ça? Donc, on va voir des gens ordinaires, des gens qui vont nous raconter comment ils ont vécu ça. Ça commence avec la voix de Malou, qui est une dame du marché. Mais les voix sont quand même variées. Il y a une jeune fille, il y a une dame qui perd un peu la raison parce qu'elle a perdu ses enfants. On a un importateur de drogue, un homme d'affaires qui avait un peu renié sa famille et comment ils vont vivre ces événements-là. Entendons-nous, là, c'est horrible. C'est horrible. C'est des gens comme nous qui déjà vivaient dans la précarité. Mais après, ils étaient parqués dans des camps. Ils voyaient pas le moyen de sortir de là. L'aide qui arrivait, c'était pas ça dont il y aurait eu besoin. Il y avait des raquettes dans tout ça. Et quand on les voit regarder leur vie quotidienne qu'ils aimaient, dans lesquelles ils étaient bien, mais pas tant quand même, là, parce qu'il y avait pas beaucoup d'options pour se sortir de la misère. On les voit regarder ça et trouver ça fabuleux, merveilleux, alors qu'ils n'ont plus rien. Le dénuement de ces personnes-là, c'est un roman qui touche, c'est un roman qui vient nous chercher. Et en même temps, derrière tout ça, on voit plusieurs thèmes, notamment les conditions de vie pour les femmes, les sacrifices que les familles doivent faire pour que certains de leurs membres s'élèvent un peu et se sortent de la misère. Et malgré toute cette horreur-là, on voit quand même un esprit de solidarité et ça, c'est très très beau. Non mais la moto, excusez, ça me sort d'Haïti. C'est le genre de roman que tu lis et que tu te vois, toi, dans ton petit confort après et que tu dis « Oh mon Dieu que c'est pas juste ». Moi, dans sa version anglaise, je trouvais que chaque voix avait quand même une couleur. J'ai trouvé que c'était bien écrit, ça m'a plu. Et si vous voulez vraiment lire une voix haïtienne, elle est née en Haïti, mais je crois qu'elle vit au Canada maintenant, cette autrice-là. C'est un livre que je vous recommande, j'ai beaucoup aimé ça. Finalement, dernier roman de mars que j'ai fini hier soir à 11h58 parce que je voulais qu'il soit dans mon bilan de mars avec tous ces petits trésors littéraires. Un petit coup de cœur pour Peuple de verre de Catherine Leroux. Je pense que vous savez que c'est une autrice que j'aime énormément. J'ai découverte avec Marche en forêt il y a plus de 10-12 ans. J'ai tout de suite accroché à sa plume, à sa sensibilité et depuis j'ai tout lu ses romans et je les ai tous aimés et encore une fois, j'ai adoré celui-ci. Peuple de verre, de quoi ça parle? Ça parle de la crise du logement. En fait, la crise du logement, c'est le sujet qui est le plus évident, mais il y a également derrière tout ça toute une réflexion sur la création, sur la différence entre la création et le mensonge, sur les mensonges qu'on nous raconte, la désinformation et les mensonges qu'on se raconte à soi-même également pour être capable de survivre parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas affronter. Mais je m'explique. On est dans un roman d'anticipation. On est avec Sidonie. Sidonie, elle est journaliste et elle est au top. C'est elle qu'on voit sur les panneaux, sur les réseaux sociaux et elle est la porte-parole des sans-abri dans la ville de Montréal. Parce qu'à l'époque de ce roman-là, se loger, c'est devenu un luxe et il n'y a plus personne qui est à l'abri de l'inlogement, tu sais. Vive la novlangue. Même les classes moyennes, même les gens comme moi, il y a des rénovictions en masse, plein de personnes qui n'ont plus le moyen de payer le loyer qu'elles ont habité toute leur vie. Et comme les prix ont monté en flèche, ils peuvent pas se reloger, ils se ramassent à la rue. Elle fait des reportages là-dessus et dans l'un de ces reportages, elle voit un camion qui prend une jeune sans-abri et qui l'emmène. Elle va raconter ça et c'est ça qui va la monter au top. Sauf que, quand on commence, on voit bien que Sidonie, elle est dans un HAPI, un bel acronyme pour une habitation où on les fait travailler. Puis le pire dans tout ça, là, c'est qu'on pense qu'il y en a qui auraient des bonnes idées qui pourraient ressembler à ça. Ouais, je pense même que ça s'est déjà vu à d'autres époques, ou peut-être maintenant, en tout cas. On va suivre petit à petit son histoire, on va comprendre ce qui l'a mené dans cet endroit-là et on va voir surtout la vie de ces personnes-là qui sont arrivées dans ces résidences-là qui ressemblent fortement à des prisons et où leurs droits sont presque inexistant. Le tout, bien entendu, financé et monté par notre bon gouvernement. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le personnage de Sidonie, c'est un personnage qui est tout en zone de gris. C'est pas une gentille Sidonie, là. Des fois, on peut se dire, elle aurait cherché. En fait, à la fois par le thème et par l'ambiguïté du personnage principal, on pourrait rapprocher ça de Ce que je sais de toi de Kevin Lambert, mais les romans étant écrits en même temps, là, fait il n'y en a pas un qui a copié sur l'autre nécessairement. Toutefois, est-ce que ces romans se ressemblent? Non, ils ne se ressemblent pas. Les deux sont intéressants, les deux ont leur force. Ici, ce qui fait réagir, c'est que les gens qui se ramassent là, ce sont des gens comme vous et moi. Et moi, ben, veux pas, je pense que vous savez, hein, j'ai perdu ma maison il y a 2 ans dans un glissement de terrain. Je suis chez mes parents depuis, donc le thème du chez-soi, le thème de l'importance d'avoir un lieu à soi, c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi dans les 2 dernières années, veux pas, par mon contexte de vie. Et c'est peut-être pour ça que ça m'a autant
touchée, que c'est autant venu me chercher et que ça m'a fait autant peur. La plume de Catherine Leroux, encore une fois, moi c'est une plume qui me touche, je trouve que ça coule tout seul, que ça se lit tout seul, mais c'est très très bien écrit, c'est plein d'images. On a également là-dedans un jeu narratif qui est hyper intéressant, je vous le recommande, plus, et regardez, mais il est trop beau. Genre, j'ai hâte de prendre ma photo Instagram. Hey, on achève. Il ne me reste plus que 2 bandes dessinées dont je vais vous parler et je vais vous en parler rapidement. Pour la première, je l'ai déjà rendue à la bibliothèque. Il s'agit de La Méduse de Boom que j'ai lu parce que je voulais lire toutes les BD québécoises qui étaient nominées pour le prix des libraires du Québec. Je pourrais donc pas vous montrer d'image, mais c'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée. C'est l'histoire d'une jeune femme qui un jour voit apparaître une méduse dans son champ de vision. Elle est libraire, elle a une vie qu'elle aime, elle a un crush et peut-être une relation avec une cliente de sa librairie. Sauf qu'un jour, il va y avoir une autre méduse et une autre et on va se rendre compte que il y a peut-être un deuil qu'elle va devoir faire. Moi, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée-là. Je trouve que ça traite du processus de deuil d'une façon très, très juste, très touchante. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à cause du graphisme, où on a quand même la méduse qui est là tout le temps, ça montre que peu importe ce qu'on fait, peu importe dans quelle situation qu'on est, quand on a un deuil à faire, quelque chose qui se passe, mais c'est toujours là, c'est toujours présent, ça prend beaucoup de place. Et vraiment, on voit la jeune femme qui évolue par rapport à cette situation-là, qui apprend à accepter les choses. Il y a quand même une note d'espoir dans tout ça. Donc, c'est une bande dessinée que je recommande. Ça traite de handicap visuel. Il faut quand même le savoir, mais c'est très bien fait, c'est très bien traité, c'est très délicat et les dessins sont beaux. Regardez la couverture. Si vous aimez la couverture, ça va vous plaire. Ça ressemble à ça à l'intérieur presque tout le temps. Dernier ouvrage, la bande dessinée Les pires moments de l'histoire qui est inspiré du podcast du même nom. C'est le podcast de Charles Beauchesne, c'est illustré par Xavier Cadieux. Et quand on regarde les illustrations et le texte, ça fait tellement bien ensemble qu'on oublie que c'est pas la même personne. Charles Beauchesne, il est humoriste. Moi, je n'écoute pas ce podcast-là parce qu'il va raconter des trucs horribles, mais en le mettant drôle. Puis moi, je trouve pas ça drôle, fait que ça me met mal à l'aise. Mais c'est un humoriste qui est hyper populaire, là. Le podcast, il est super écouté et je pense que ça plaît à 98% de la population. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend des tragédies, il va prendre des stupidités de l'histoire des fois, tu sais, des gens qui auraient pu gagner le Darwin Award et il va nous expliquer ça de façon comique. Et je sais pas dans les podcasts, mais dans la bande dessinée, c'est souvent ramené au premier degré. Les fonctions corporelles sont à l'honneur. Là, vous m'écoutez, vous dites, elle a pas aimé ça, mais non, c'est drôle quand même, là. La bande dessinée, pour moi, ça l'a mieux passé que le podcast. Et le pire dans tout ça, là, c'est que tout ce qu'il raconte, c'est vrai, là. Ça s'est passé comme ça. C'est désespérant. Genre, ça donne pas foi en l'humanité, croyez-moi. Pour ce qui est de moi, personnellement, je connaissais presque toutes ces histoires-là et je pense que j'aurais peut-être ri davantage si j'avais appris davantage parce que moi, j'aime apprendre, c'est moi, excusez. Mais si on regarde, par exemple, les thèmes, il va nous parler de Franz Ferdinand, pas le groupe de rock comme il dit, mais Franz Ferdinand d'Autriche. La façon qu'il présente, c'est drôle pour vrai, là. Mais si on sait à quoi ça menait, ouf, c'est ça. Bon, il y a des blagues qui m'ont fait rire quand même. On a la grande inondation de mélasse de Boston, je pense que juste le titre parle, ou encore le chalet d'Hitler, ou la vie cachée de Walt Disney, ou la peste, pourquoi pas la peste. Si je vous montre des images, non, pas celle-là. Celle-là, il y a un arbre avec des organes reproducteurs masculins dedans. Fait que oui, mais non, pas sur YouTube. On a un genre de graphisme qui ressemble à ça ici. Pour moi, c'était une bande dessinée qui était pas mal, mais elle n'a absolument pas besoin de moi pour faire sa publicité. Elle est super populaire. Alors voilà, je tourne depuis presque 2 heures. Que vais-je couper? Ça va être éternel. J'ai peur. Si vous êtes courageux et si vous êtes encore ici, vous pouvez mettre un petit chat ou un petit mockingbird ou un bird, en tout cas un chat ou un oiseau en emoji. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, vous pouvez la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Toutefois, ce que j'aime le plus, ce sont les commentaires, donc parlez-moi de livres, parlez-moi d'amour. Dites-moi si je vous ai tenté avec certains de ces romans. Est-ce qu'il y a des choses que moi j'ai aimées et que vous avez détestées? N'hésitez pas, je me fâcherai jamais pour une opinion contraire. J'adore discuter de littérature. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, de bonne lecture et à la prochaine. J'en peux plus!